à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Concevoir une vraie bonne application Mac, ce n'est pas de la tarte. C'est le constat dressé par un développeur qui s'est cassé les dents sur une technologie d'Apple. Au-delà de ce cas précis, d'autres phénomènes comme le vibe coding questionnent aussi le niveau des logiciels. Alors y a-t-il vraiment une baisse de la qualité des applications Mac ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler des mises à jour Apple sorties lundi, d'Intel qui ferait son retour dans l'écosystème et de Google qui semble prendre le contre-pied du MacBook Neo. Nous sommes le jeudi 14 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Et oui, vous pouvez nous écouter encore plus tôt que la semaine dernière, l'émission est diffusée dès jeudi en raison de ces satanés jours fériés. Mais on retrouvera un rythme plus classique à partir de la semaine prochaine. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, oui ça va. Tu veux pas qu'on enregistre lundi la semaine prochaine? Donc on essaie tous les jours de la semaine, et puis après on se dit finalement le meilleur jeudi pour sortie de veille, enfin on décide quoi. Donc surtout que vendredi, tu nous as lâchement abandonné, mais t'avais bien raison. Mais on s'est pas hyper ennuyé, hein. Enfin, ça a été relativement calme toute la journée, puis à la fin de la journée, une petite release candidate qui arrive, une petite annonce, elle n'était pas totalement officielle, mais un petit partenariat entre Apple et Intel qui semble se dessiner. Bref, pour un jour férié, c'était pas mal. C'est vrai. Bon là, c'est vrai que c'est un résumé d'une demi-semaine qu'on va faire, mais il y a quand même à dire, hein. On va en parler tout de suite avec le sujet principal. C'est cette interrogation sur la qualité globale des applications Mac. Alors le débat a été lancé par Paulo Andrade. Ce développeur portugais a voulu porter une de ses applications iPhone sur Mac grâce à SwiftUI. SwiftUI, c'est le framework natif qui permet de créer des interfaces pour tous les appareils Apple. C'est une solution qui est pratique en théorie, sauf que ce framework s'offre toujours de lacunes sur macOS. Et cela complique le développement d'applications soignées. Par exemple, il y a des détails sur les sélections, les glissés-déposés qui sont mal gérés. Et puis, on peut élargir le débat puisque d'autres phénomènes peuvent conduire à des applications Mac moins soignées. Je pense au framework multiplateforme Electron, qui est très utilisé mais qui est aussi très gourmand. Et puis, on voit aussi arriver toute une vague d'applications vibe codées. Alors, est-ce que la qualité des applications Mac est en baisse, Christophe ? Ouh là là, vague question. On va dire que la volonté première d'Apple, c'est avant tout de booster son écosystème, surtout sur Mac. Et donc, il y a effectivement une approche qui est plutôt quantitative que qualitative. Mais comme je le disais, je pense que c'est Apple qui est la première coupable dans cette affaire, parce que, on va prendre quelques exemples très simples. Lorsque tu vois Liquid Glass, par exemple, à l'heure actuelle sur iOS, moi je trouve que c'est très bien. Alors on peut aimer comme on ne peut pas aimer, mais globalement c'est pas mal du tout. Sur un iPad, c'est déjà un peu moins bien. Et alors sur Mac, par contre, il y a des choses qui sont très discutables. Bon, on est maintenant à un peu moins d'un mois de la WWDC. Bon, tout laisse à penser que Apple va rectifier ses défauts de jeunesse, notamment sur Mac. Enfin, c'est ce que disent les rumeurs. Et puis ce même raisonnement, donc tu le prends pour Liquid Glass, mais tu peux également le prendre pour certaines applications d'Apple. Je pense que l'application qui est sans doute la plus représentative de tout ça, c'est Rappel. Le gestionnaire de tâches sur iOS, moi je trouve que c'est une super app. Vraiment, il y a pas mal de choses qui sont relativement bien pensées. D'ailleurs, quand tu vois un peu la concurrence, tu te poses des questions sur ce que font, par exemple, des éditeurs comme Culture Code avec Things, parce qu'il y a quand même quelques bonnes idées à reprendre. Et donc après, tu vas sur l'iPad, le produit reste intéressant, et alors sur Mac, effectivement, c'est la catastrophe. Quand tu l'utilises, t'as pas véritablement l'impression d'utiliser une application Mac dès que tu grattes un petit peu, hein. Lorsque tu cherches les menus contextuels ou ce genre de choses, il y a des choses qui apparaissent en termes d'interface. Ça fait assez peur, moi, je trouve personnellement. Tu prends Rappel, mais je trouve qu'il y a encore pire, comme des applications comme Maison, ou l'exemple aussi de Paulo Andrade, c'était Bourse. Quand tu sélectionnes, quand tu fais un clic droit sur un élément dans une liste, tu sais pas quel élément tu as sélectionné, quoi, parce que tu n'as aucun retour dans l'interface, quoi.
Alors, c'est vrai pour les deux applications. Pour Bourse, bon, c'est pas que je cherche, entre guillemets, à exempter Apple, mais pour moi, Bourse, c'est une application, c'est un widget géant, en fait, hein. Donc, mais c'est vrai que, alors, Maison, c'est aussi un autre exemple. Oui, quand tu lances cette application sur Mac, t'as l'impression d'être dans un univers différent. Oui. C'est complètement autre chose. Euh, alors, il y a pléthore d'outils pour développer sur Mac et beaucoup de technologies. Donc, tu as parlé, on dénigre beaucoup Electron, mais voilà, les applications réalisées avec Catalyst, bah, c'est pas mieux non plus. Alors, non, voilà, tu as présenté un petit peu ce débat sous un prisme technologique. Je suis pas Mhm. certain que ce soit le bon écueil, hein, parce que c'est à mon avis avant tout une question, c'est surtout une question de temps et de moyens. Parce que tu peux avoir des applications qui sont développées avec Electron, qui sont tout à fait bonnes, hein. Je pense, comment il s'appelle l'éditeur de Microsoft, là, Visual VS Code, Studio, ouais. VS Code, ouais. Donc non, enfin vraiment, mais la plupart du temps, c'est les gens, ils se disent, enfin, c'est vraiment le discours d'Apple, c'est de dire, vous avez une application sur iOS, vous voulez aller sur Mac, vous allez voir, ça va être simple et ça va être facile. Et le problème, c'est qu'effectivement, si tu as une application iOS et tu veux la faire fonctionner sur Mac, et tu as suivi un petit peu, on va dire, les guidelines d'Apple, c'est simple et c'est facile, mais de la faire tourner, après de l'adapter, c'est Voilà, effectivement une oui. autre paire de manches. Et c'est là tout le souci. Alors, tu parlais de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que dans ce domaine, ça peut être plutôt une chance parce que il y a des choses, parce que voilà, comme on disait, ça prend du temps et de l'argent. Et bah, l'intelligence artificielle peut-être réduire certains coûts et permettre à des développeurs d'arriver à faire des applications Mac plus cohérentes, plus rapidement. Et puis alors, tu parlais de Swift2I. Alors, c'est une bonne idée, effectivement, de lancer le débat, on va dire, maintenant. Bon, ben, on peut espérer que d'ici qu'à la WWDC, Apple fera de nouvelles annonces qui rendront son framework encore plus polyvalent sur Mac. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Alors, il y a deux petites choses. Alors, une chose par rapport à l'intelligence artificielle, alors, c'est vrai que on parle souvent on a des vagues comme si ça d'applications qui sont vibe codées. Voilà, il y a des gens qui font des projets un petit peu à la va-vite. On reçoit énormément de communiqués de presse. On est un petit Oui. peu débordé. Ça, c'est un vrai souci actuellement. Il y a par exemple un appétit pour faire. Chacun veut faire son Clean My Mac. C'est Ouais. un peu la tendance. Mais ceci dit, je pense qu'il y a une application. Il va falloir qu'on parle d'elle. Moi, j'ai trouvé l'approche très intéressante. Alors, il y avait une application sur Mac, je dirais dans les années 2000, qui était très populaire, notamment auprès des photographes, qui s'appelait iView Media Pro, et qui permettait, c'était un catalogueur photo, grosso modo, pour aller vite. Et bah, cette application a disparu, et donc il y a un graphiste, je crois, qui nous a écrit, et donc qui est maintenant à la retraite, et qui s'est amusé justement à cloner cette application. Et donc, il nous a envoyé un mail très clairement en disant, bah, moi, très clairement, je ne sais pas coder, hein, mais j'ai écrit à l'intelligence artificielle, je crois qu'il a fait ça avec Claude, et il a une application qui tient complètement la route. Ça lui a pris à peu près, je sais pas, un gros mois, nous a-t-il dit. Voilà, mais c'est aussi ça, des fois, ce que permet de faire le vibe coding, et ça permet des fois d'arriver, je pense, à des résultats, à des applications très intéressantes. Il y a un tout dernier point que je voulais aborder, alors je sais pas ce que tu en penses. Donc, on va voir ce qu'Apple va faire à la WWDC, c'est le premier point, mais il y en a un deuxième, ça va être l'impact du MacBook Neo dans cette affaire. C'est-à-dire que la base d'utilisateurs Mac, on va dire, à court et moyen terme, on va dire, allez, à 2 ans, elle est appelée à grandir de manière significative. Alors, je sais pas si ce sera 20, 30, 40%, enfin, on verra, mais incontestablement, le gâteau va devenir plus gros. Alors, quelle va être la conséquence de cela? Est-ce que les gens vont se dire, ah, maintenant qu'il y a 30 ou que la clientèle est 30 ou 40% plus importante, c'est le moment de réinvestir le Mac et de faire des applications qui tiennent la route? D'autant Alors, que le MacBook Neo, en plus, a 8 Go de RAM seulement, donc tu donc peux ça pas faire nécessite, n'importe oui, quoi. voilà. Voilà. Donc ça, c'est le scénario optimiste, on est d'accord. Alors, le scénario pessimiste, c'est qu'il va y avoir de nombreux éditeurs sur Windows qui vont regarder ça, qui vont se dire, ah, il y a un marché, et qui vont, entre guillemets, vibe coder à l'arrache ou porter leur application à l'arrache, et se retrouver avec des applications... comment s'appelle le formidable éditeur qu'on a eu qui est en provenance de Windows récemment déjà? Ah, Notepad++. Oui, Ouais, voilà. voilà. Bon, alors, peut-être que ça plaît, enfin, je veux dire,
Peut-être que ça plaît à des gens, mais voilà, acheter un Mac pour utiliser Notepad++, Ouais, bon, c'était plus pour j'ai la un peu de blague mal à... que... Oui. Voilà. On va passer à un autre sujet. Lundi soir, Apple a distribué iOS 26.5, macOS 26.5 et tous les autres systèmes en 26.5. Alors sans surprise, à un mois de la WWDC et de la première bêta d'iOS 27, on n'attendait pas beaucoup de nouveautés. Il y en a quand même quelques-unes, comme le nouveau cadran Pride sur l'Apple Watch et le chiffrement de bout en bout pour RCS, le standard qui remplace les SMS. Alors sauf que cette protection n'est pas encore disponible en France. Qu'est-ce que tu retiens de ces mises à jour? C'est vrai que c'est étonnant cette histoire de RCS parce que les Français, enfin les opérateurs français avaient été les premiers à donner, à adapter leur profil opérateur justement en prenant en charge cette fonction. C'est Dans un les petit bêtas, mystère. ouais. Bah, on va dire que c'est l'ère de la stabilité, enfin, un petit peu de l'ennui aussi, mais je pense qu'il faut en profiter parce que d'ici un mois, on va rentrer, je pense déjà Nicolas, j'imagine déjà râler fin juin en disant que c'est complètement buggé, C'est qu'il y a, buggé, il y a ouais. rien qui marche, mais voilà. Alors moi j'ai toujours des bugs sur iOS 26 et iPadOS 26. J'en ai d'ailleurs parlé avec deux lecteurs là, qui étaient venus récupérer le livre des 50 ans d'Apple à la rédaction. Et ils me disaient que c'était des utilisateurs d'iPad mini, iPad mini 6 comme moi. Et au moins l'un des deux lecteurs avait ce gros problème que j'ai toujours, c'est que parfois le tactile se fige. Les gestes tactiles marchent quasiment plus. Et on est obligé de redémarrer l'iPad pour que ça refonctionne. Et ça, je comprends pas que ça soit toujours là dans iPadOS 26.5, quoi. C'est complètement Alors, fou. c'est l'ère de la stabilité, on va dire d'une stabilité relative. J'ai pas dit non plus la grande stabilité. Il faut s'entendre. Hein. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est avec les cadres et les fonds d'écran Pride, c'est qu'Apple va assez loin dans la personnalisation. D'ailleurs, tu peux te retrouver à faire des cadrans qui n'ont plus rien à voir avec les couleurs de Pride. Enfin, c'est assez étonnant et assez rigolo. Et justement, je ne serais pas étonné que ce soit d'ailleurs encore un axe dans iOS 27. Enfin, c'est ce que disent certaines rumeurs, où on pourra aller encore plus loin pour, on va dire, personnaliser son petit monde sur l'iPhone. Alors, je sais que, et d'ailleurs, enfin, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il y a Google qui a fait donc hier ses annonces par rapport à Android, et il y a un truc que je trouve assez fascinant. Et alors, ça rejoint un petit peu, on va dire, tout ce qu'on disait par rapport à l'intelligence artificielle, c'est cette idée de faire des widgets soi-même. Donc, il suffit de décrire à Gemini le widget que l'on veut. Et a priori, Gemini te génère un widget sur mesure. Alors, c'est un petit truc, on parlait de l'intelligence artificielle la semaine dernière, mais voilà, c'est aussi une manière de rendre, on va dire, le développement, alors, bon, c'est qu'un widget, mais plus accessible à tout un chacun, et je trouve ça assez intéressant. Bon, pour en revenir à nos histoires de iOS et macOS, il y a une dernière chose que je tiens à souligner, c'est que maintenant, à chaque mise à jour, il y a des nouveautés. Alors, des petites nouveautés, hein, il y a rien d'extraordinaire dans 26.5 sur macOS, mais il y a par exemple cette possibilité de faire démarrer automatiquement un Mac de bureau lorsqu'on le branche sur secteur. Il y a eu des petits changements au niveau du Mac. Il y a plein de petits trucs. À une époque, alors peut-être que l'année dernière, enfin je me souviens plus, mais il y a 2-3 ans, grosso modo, une mise à jour 0.5, il n'y avait rien, quoi. Enfin, il y avait peut-être les fonds d'écran, mais ça allait pas plus loin. Tandis que là, maintenant, vraiment, à chaque mise à jour, alors, ça peut être soit des grosses nouveautés comme dans 26.4, soit des petites nouveautés dans 26.5, mais c'est très très rare de voir une mise à jour où il n'y a rien qui change. Sans transition, écarté par Apple depuis plusieurs années, Intel pourrait faire son retour dans certains produits de Cupertino. Rassurez-vous, il n'est pas question de remplacer les puces M5 par des processeurs x86. Une nouvelle transition n'est absolument pas dans les plans d'Apple. En fait, d'après le Wall Street Journal, Intel pourrait produire des puces conçues par Apple. Il faut en effet savoir que Intel a deux activités. Il y a la conception et la fabrication. Donc à l'époque des processeurs Core dans les Mac, Apple faisait tout faire par Intel. Mais maintenant qu'elle dessine ses propres puces, c'est juste la partie fonderie de son ancien partenaire qui l'intéresserait. Donc pour Intel, qui est mal en point depuis un moment, avoir Apple comme client serait évidemment positif. Mais qu'est-ce qu'Apple peut y gagner de son côté ? Alors tout d'abord, je tiens
adresser une petite pensée à notre ami Mark Gurman qui est passé à côté et qui ensuite a un petit peu ragé tout le week-end. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal autant il arrive à égrener parfaitement les nouveautés d'iOS 27. D'ailleurs, c'est tellement précis qu'on a vraiment l'impression qu'on lui murmure à l'oreille ce qu'il y a dedans, autant sur les dossiers stratégiques, depuis quelques temps, il a un peu plus de mal. Oui, en plus, il n'est pas aidé par John Gruber, qui l'a pris un peu en grippe, là, et qui a fait plusieurs billets contre lui. Ah, il faut que je prenne le temps de dire ça, oui, parce que là, oui, effectivement, bah là, c'est... Oui, il doit se régaler, j'imagine. Ouais. Alors, j'avais, il y a quelques semaines, une discussion avec Jean-Baptiste, et on se disait, donc, on parlait de cette histoire de production de puces, de pénurie, ce genre de choses, et on se disait, c'est assez marrant cette situation, parce que Apple a tellement d'argent que finalement, elle pourra racheter une société et quasiment régler le souci. Bon, alors ceci dit, les valorisations des sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs ont tout simplement explosé. C'est-à-dire que même avec son trésor de guerre, Apple aura un peu de mal, et peut-être qu'en termes de réglementation, ça pourrait aussi poser problème. Mais bon, on pourrait bien se dire, alors là, on a commencé un petit peu à aller loin, qu'elle pourrait aussi racheter une vieille usine, la rénover et faire ses puces soi-même. Et on s'était même amusé à dire, elle pourrait même aller plus loin, non seulement elle pourrait produire ses propres puces, mais elle pourrait même vendre ses puces à d'autres. Ça pourrait être un nouveau business. Alors, j'entends bien. Je sais que je vais un petit peu loin, t'inquiète pas. Hein. Oui, c'est pas trop la stratégie d'Apple au général. Oui, mais t'imagines, tu dis, attends, son architecture Apple Silicon, elle pourrait proposer ses puces serveurs à d'autres constructeurs, pourquoi pas. Elle pourrait, ses processeurs sont surpuissants, alors évidemment, on n'imagine pas qu'elle vende des puces Apple Silicon à Samsung ou d'autres, mais pourquoi pas produire un processeur pour Nintendo pour ses consoles de jeux, par exemple, et ses puces pour le Wi-Fi. Bon, tout ceci, je suis d'accord, c'est pas très réaliste. Non. Mais l'idée nous amusait, mais c'est justement, on va dire, ce raisonnement un petit peu par l'absurde qui laisse penser qu'il y a quelque chose à faire entre Apple et Intel. Parce que dans ce genre de partenariat, il y a une chose qui est claire, c'est que Apple n'est pas un simple client. Voilà, elle amène son savoir-faire, elle investit, c'est véritablement une vraie collaboration. Et tu dis effectivement que Apple réalise elle-même ses puces, mais elle a un département semi-conducteur qui est assez étoffé, dans lequel il y a quand même des vraies pointures, et des pointures qui peuvent aider Intel à régler ses problèmes, notamment de production. Et rattraper son retard technologique, parce qu'elle a quand même travaillé maintenant depuis une décennie avec TSMC. Et donc, il y a tout un savoir-faire qu'elle a acquis, notamment aussi en travaillant avec TSMC, qu'elle peut transmettre à Intel. Dans ce domaine, enfin, dans cette alliance, j'ai envie de dire que Apple n'a aucun risque, enfin, elle n'a rien à perdre. Car, enfin, il faut quand même regarder la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, et elle est... assez, je sais pas trouver le mot, on va dire assez touchy pour Apple. Alors déjà, il y a ce problème, on a un problème de pénurie de composants. On a le fait que Apple est en train de perdre un petit peu pied chez TSMC parce que TSMC doit aussi répondre aux appels toujours plus pressants de Nvidia et compagnie. On rappelle d'ailleurs qu'Nvidia est désormais le plus gros client de TSMC, c'est plus Apple depuis un an environ. À cela, il faut quand même, malgré tout, prendre en compte le risque géopolitique. Ça peut, du jour au lendemain, la Chine peut se décider de vouloir mettre la main sur Taïwan, et alors là, Apple comme d'autres, il y a un gros problème de puces. Donc même si TSMC investit sur les territoires américains, Apple a tout intérêt à réduire sa dépendance vis-à-vis du Taïwanais. Voilà, en travaillant avec Intel, ça ne fait guère de doute que Intel va lui dérouler le tapis rouge, et Apple va réussir à faire produire ses puces à des prix qui sont très très intéressants. Elle sera, en travaillant avec 2 ou 3 sociétés, parce qu'on peut peut-être éventuellement rajouter Samsung dans l'équation, en capacité à nouveau de faire jouer la concurrence et éventuellement de baisser les prix. Alors, en faisant ça, il y a sans doute des contraintes techniques que Pierre expliquera mieux que moi. C'est pas facile de dire Intel va fabriquer telle puce, TSMC va fabriquer telle puce et Samsung faire de même. On l'a vu d'ailleurs dans l'univers des Samsung, dans l'univers des smartphones. Samsung faisait produire sur certains smartphones les mêmes puces et par Samsung et je crois par TSMC aussi. Et le problème, c'est que les smartphones n'avaient pas du tout ne feraient pas les mêmes performances. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat.
Et puis, il faut le dire, il y a la Maison Blanche qui est très investie dans ce dossier. Je crois que pour des raisons stratégiques, c'est un dossier capital. Et l'administration Trump est prête à tout pour remettre à flot Intel. Et dans cette équation-là, je suis assez persuadé que l'aide d'Apple est très, très appréciée. Et puis, il faut aussi voir un partenariat. Enfin, quand on parle de l'idée d'un tel partenariat, on n'en est qu'au début. Et je veux dire, Intel n'est pas obligé de produire dès l'année prochaine la puce pour l'iPhone des 20 ans, par exemple. D'ailleurs, le Wall Street Journal ne spécifie pas quelle puce serait produite par Intel, quoi. On voit que c'est encore un sujet qui est prêt à débat, quoi. C'est ça. Et donc, dans la liste de gamme de produits d'Apple, il y a les toutes dernières puces et il y a des puces qui sont un peu moins récentes. Et enfin, on en parlait du MacBook Neo, par exemple. Hein. Voilà, c'est assez compliqué. Apple doit a priori relancer la production de puces A18 Pro. Alors, c'est des puces qui ont maintenant une génération de retard, enfin, qui sont une génération derrière. Voilà, c'est peut-être, ça pourrait être typiquement le genre de puce que Intel pourrait produire, ou je pense également aux anciennes puces sur les iPads, par exemple. Donc voilà, je pense que, pour résumer, pour Intel, c'est quand même hautement, enfin en termes d'image de marque, je veux dire, on retravaille avec Apple, c'est tout bénéfice, et Apple n'a pas grand-chose à perdre dans cette affaire-là. On termine le tour des actus avec le grand concurrent d'Apple sur le mobile. Google a dévoilé plusieurs nouveautés à venir pour Android. Il y a notamment Gemini Intelligence, une série de fonctionnalités basées sur Gemini. Tu en as déjà parlé, donc on pourra par exemple créer des widgets rien qu'avec un prompt. On pourra aussi automatiser des tâches à travers plusieurs applications. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire avec le nouveau Siri, si tout se passe bien. Hein. Et puis Google a annoncé une nouvelle gamme d'ordinateurs portables, les Google Book. Alors ce sont des ordinateurs qui sont basés sur Android et qui pourront faire tourner Gemini Intelligence. Malgré leur nom, ils ne seront pas fabriqués par Google mais par des partenaires comme Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Alors contrairement au Chromebook, il ne faudrait pas s'attendre à des ordinateurs très bon marché. Google promet des composants et un design, je cite, haut de gamme. C'est une annonce qui intervient au moment où Apple sort le MacBook Neo, qui est lui, le MacBook le plus abordable jamais créé. Est-ce que c'est pas le monde à l'envers, là ? Aïe. Alors, petite question. Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, quelque part, à cause de l'augmentation des prix des différents composants ? Ah, c'est possible, oui, c'est une possibilité. Ou est-ce qu'ils se disent que c'est le moment, on arrive au moment où l'intelligence artificielle peut bousculer la logicielle applicative telle qu'on la connaît, et qu'ils ont véritablement une carte à jouer. Alors c'est un détail qui a parmi tant d'autres, hein, mais depuis, on va dire, 6 mois, 1 an, la valorisation en bourse des éditeurs, alors je pense notamment à Adobe, mais pas seulement, s'est effondrée de 50, 60, 70%. C'est vraiment un secteur qui a été massacré. D'ailleurs, je pense que si vous croyez dans l'avenir de certains acteurs, c'est peut-être le moment d'investir. Alors, tu parles du MacBook Neo, mais je me demande aussi si c'est pas aussi une volonté d'affaiblir également Microsoft et de profiter de la transition de Windows 10 vers Windows 11. Ils se disent, c'est peut-être le moment d'appuyer là où ça fait mal. Voilà, et puis peut-être aussi que cette nouvelle offre peut également intéresser les fabricants de PC, comme tu le dis. Comme ça, ils peuvent diversifier leur offre et être présents sur des segments tarifaires qui sont peut-être plus difficiles avec Windows. En tout cas, c'est encore très flou, hein. On n'a pas de date de sortie. Google parle de l'automne, mais il n'y a pas vraiment de date fixée. Et puis même au niveau des prix, on ne sait pas ce que c'est, les caractéristiques techniques non plus. Donc c'est très flou pour le moment. Et surtout que, on va dire que Google est coutumier de lancer comme ça des grandes initiatives sans lendemain. Bon, par rapport à tout ce que tu dis, je suis plutôt sceptique, j'attends de voir. C'est potentiellement intéressant, mais je pense que ça sera vraiment où le jour où on pourra se dire
on peut quasiment se passer des applications, on va dire, traditionnelles. Alors, comme on le disait, maintenant, enfin, tu vas pouvoir prochainement développer ton widget avec Gemini en lui parlant. Je pense que le jour où, effectivement, tu pourras concevoir ta propre application qui te convient bien en la décrivant à une IA, là, effectivement, l'initiative de Google pourra être éventuellement très, très pertinente. Mais je crois qu'on n'en est pas encore là, même si on s'y rapproche. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine, normalement, un jour plus traditionnel pour l'émission. Salut à tous!